Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. J'ai eu jeune l'infortune de perdre l'audition. Je me suis retrouvée sans l'avoir voulu, brutalement plongée dans le monde de la surdité. Un monde qui s'est vite apparenté pour moi à une désertitude de communication, telle que la suggère par l'image la couverture de ce livre. Désertitude compensée de temps à autre, au hasard de rencontres, par une présence alliée à la possibilité d'un bavardage, élément symbolisé sur la couverture de ce livre par l'arbre solitaire, morceau de vie dans le désert, et les oiseaux qui virevoltent au-dessus des branches comme les paroles légères d'une gaie conversation. Mais en vérité, j'ai vécu la plupart du temps sans personne ou presque, avec qui deviser véritablement et sans guère trouver d'oreille attentive à ce que j'avais à exprimer. De dialogue, ma vie était devenue monologue. À tout manque, on cherche une compensation. Celle qui s'offrit à moi fut d'écrire. J'ai donc écrit. Modestement et discrètement. J'ai écrit dans le monde de la surdité. Tant et si bien que, de 1985 à 1999, j'ai tenu une chronique mensuelle dans Echo Magazine, un petit journal de la communauté sourde française. Ce mensuel, fondé en 1908, et donc plus que centenaire, a traversé une grande partie de l'histoire des sourds et des malentendants, de leurs écoles, de leur enseignement, de leur association. C'est donc un grand témoin du monde de la surdité. Pour cette raison il a été, et il reste encore, l'organe d'information le plus lu dans la communauté sourde française. Mon idée initiale avait été de rédiger de simples textes sous forme de billets d'humeur. Mais pour ne pas avoir l'air trop en révolte de la société, possible séquelle d'une rage de ne plus entendre, j'avais décidé d'adapter l'humeur de mon texte en fonction du sujet. Le contenu des articles pouvait donc être amusant, ironique, mécontent, rebelle, râleur. Il pouvait aussi se montrer philosophe, témoigner ou se laisser aller à un peu de fatalisme. Il pouvait non. Il devait surtout raconter des tranches de vie sans audition. Le style global se devait d'être dégagé, indépendant, sans contrainte. Pour ces raisons j'avais décidé d'appeler ma chronique « Style libre ». J'ignorais alors que la rubrique allait tenir une quinzaine d'années, et serait l'une des plus lues du journal. Pendant quelques mois je l'avais un peu partagée avec un confrère de handicap, mais finalement j'avais dû la tenir seule. Au final j'ai écrit plus d'une centaine de textes. 10 ans après l'arrêt de cette chronique, j'ai retrouvé dans mes archives la presque totalité de ce que j'avais rédigé. L'idée m'est alors venue d'en sélectionner quelques-uns, et de les rassembler pour en faire un petit recueil. Après un tri quelque peu difficile, j'ai finalement décidé d'en garder 33. Et sur la lancée de Style libre, j'ai appelé ce recueil le stylibroscope. Cependant, afin de donner un peu plus de corps à cet ouvrage et de ne pas le limiter à des reprises d'éléments qui auraient été déjà publiés, j'ai décidé d'ajouter en fin de volume 5 textes supplémentaires abordant quelques considérations très personnelles, volontiers fantaisistes, sur la surdité en partant de paradoxes bien connus. Ces 5 écrits n'ont jamais été publiés, et portent à 38 le nombre total de textes contenus dans ce livre. Certes, ces textes ne sont pas de haute littérature. Certes, ils peuvent dérouter le lecteur peu familiarisé avec la chose surdité. Certes, ils peuvent parfois s'égarer ou s'aventurer sur des chemins hors du monde des sourds. Mais s'ils pouvaient amener tout un chacun à un peu de réflexion, a posteriori, j'aurais atteint un des buts que je caresse en publiant ce recueil. Mon souhait est en effet tout simple, c'est que ces textes soient lus comme un témoignage d'un temps passé, quoique pas si lointain que cela, et puissent être un éclairage sur ce qui se passait alors. Mais aussi faire réfléchir un peu à l'avenir. À l'avenir de ceux qui n'entendent pas, de ceux qui n'entendent plus. Il convient donc, au fil des présentes pages, d'en garder à l'esprit aussi bien le contexte que l'époque. R.J. Anderson. Surdité et style libre. Compartiment lecteur. Comme tout un chacun, il m'arrive de temps à autre de prendre le train. Et la présente anecdote a pour cadre un compartiment d'un express allant vers Paris, tiré par une motrice qui ne roule qu'en raclant ce fil aérien que l'on appelle une caténaire. Je me trouvais donc dans un compartiment de première classe avec, assis exactement en face de moi, un ami qui m'accompagnait. Un ami entendant, il faut le préciser, et connaissant les gestes de surcroît. Le face-à-face pour la conversation avec un sourd
est naturellement et essentiellement pratique. Mon ami et moi commençâmes donc à échanger quelques propos, en recourant à un oralisme de bon aloi, plutôt accentué pour faciliter la labiolecture, qui reléguait les gestes à une position d'arrière-plan. Il se trouva alors que la personne assise à ma gauche manifeste une réprobation, à caractère individuel, en des termes du genre de ceci. Un peu de silence, s'il vous plaît. On ne peut donc plus s'adonner à la lecture et à la réflexion? La stupeur et la surprise clouèrent net le bec à mon ami qui me parlait. Sa phrase mourut, inachevée, au point kilométrique 77 que l'express franchissait à quelques 120 km/h. Le visage de mon copain vira au cramoisi, et je m'empressai de l'imiter, autant par mimétisme que par esprit d'équipe. Avec beaucoup de hardiesse, je risquai un coup d'œil en oblique suivant en cela le regard de mon ami. J'aperçus une demoiselle aux lunettes rondes en écaille, aux cheveux blonds et lisses coiffés en un chignon sévère, à la nuque gracile plongée dans un bouquin épais et imprimé serré sur un lourd vélin pur chiffon. D'un commun et silencieux accord, mon ami et moi convinrent que gestes et paroles échangeraient leur position prioritaire dans la conversation, et que la gestuelle passerait donc au premier plan. Ce qui donna alors, en LSF, le dialogue suivant que j'eus l'honneur de commencer. Dit quoi elle? Elle, dire besoin lecture sans dérangement. Veut lire tranquille. Parole dérangée elle. Ici? L'entrain? Lecture sans dérangement? Impossible. Trop monde. Vrai. Toi raison. Bien. Toi dire elle. Expliquer elle. Nous parler sans bruit avec geste. Mais la demoiselle avait repéré les gestes. Elle leva un sourcil, intrigué, puis dut réaliser car un sourire naquit sur son visage. Mon ami n'hésita pas. Il sauta sur l'occasion, pas sur la demoiselle, lui expliqua la situation, se permettant d'ajouter qu'un train n'était pas l'idéal pour des réflexions ou une lecture dans le silence. Il fit dévier la conversation sur la communication, intéressant en cela les autres voyageurs du compartiment. La demoiselle ôta ses lunettes, révélant un visage adouci et des yeux clairs. Elle avait posé son livre, imprimé serré sur vélin pur chiffon, et je pus en lire le titre. Maintenant la conversation allait bon train, comme l'express. À part celle du compartiment, les glaces étaient brisées. La froideur apparente faisait place à une chaleur de propos qui dégelait l'ambiance pendant que le chauffage électrique réchauffait l'atmosphère. L'indifférence était remplacée par un intérêt non fin. On était bien dans ce train. On parlait communication, échange et lecture. On parlait aussi langage et perte de l'audition. C'était une conversation naturelle. Il avait suffi de quelques gestes, remède vieux comme la surdité au handicap de Louis, pour l'amorcer. Mais déjà, Paris surgissait au-delà de l'entrelacement des voies butant sur la gare. Il fallut se lever, emprunter le couloir du wagon, descendre. Sur le quai, tout le monde se sépara. Chacun retomba dans son anonymat, partit vers sa destination, alla grossir la foule qui s'agglutinait du côté de la sortie. Je n'ai plus jamais revu la demoiselle au livre épais, imprimé serré sur vélin pur chiffon. Mais je n'en ai pas oublié le titre. C'était L'inconscient dans l'œuvre et la vie de Racine. Janvier 1985. Graffiti. À votre avis, pour lutter contre l'ennui, que fait un automobiliste qui doit parcourir seul et dans la journée 600 km de route d'une monotonie aussi lisse que le ruban de bitume qui la constitue? À ma connaissance, il fait le plein de musique, vérifie que son autoradio stéréophonique, lecteur de cassettes et de CD, fonctionne correctement tant en modulation de fréquence que lorsqu'il est calé sur Europe 1 et prend le volant. Maintenant, que fait le même automobiliste s'il est sourd? Il prend le volant. Tout simplement. Et se distrait comme il peut au fil des kilomètres. Il bâille, laisse s'imprimer sur sa rétine le pointillé répétitif des lignes discontinues qui jalonnent la route, regarde le paysage autant que c'est possible. Enfin et surtout, il peut toujours lire les panneaux publicitaires. Oui, les publicités. Il y en a tellement que c'en devient un spectacle permanent. En plus des publicités, il y a aussi les graffitis. C'est fou ce qu'on peut en trouver. Principalement les graffitis à la bombe de peinture. C'est une mode qui date, d'après ce qu'on a bien voulu me raconter, de mai 1968.
Les graffitis, il y en a partout. De nos jours, ils deviennent de plus en plus souvent le fait de ceux qu'on appelle maintenant des taggers. Mais il n'y a pas que les taggers. Les graffitis peuvent être un moyen d'expression insoupçonné présent de façon inconsciente chez certaines personnes. Par exemple, il existe des gens qui, avant de peindre ou de tapisser un mur chez eux, organisent ce qu'ils appellent une soirée graffiti. À cette occasion, ils invitent la famille, des amis, et leur demandent, au cours de la fête, et après les avoir laissés vider quelques bouteilles pour aider à l'effort, de donner libre cours à leur imagination graffiteuse en leur fournissant non seulement le crayon mais aussi le mur. Cela m'est arrivé un beau jour que j'avais répondu à une invitation, sans trop savoir ce qu'elle représentait dans les faits. Pour y être venu sans aucune méfiance, je m'étais retrouvé, crayon en main, littéralement au pied du mur. « Vas-y, me harcelait-on. Sors-nous une phrase tournée maison. Un coup de crayon, un coup de crayon, un coup de crayon. » Les lèvres qui scandaient le refrain stupide appartenaient à un sourd, moustachu et obèse, qui transpirait beaucoup sous des rouflaquettes. Il faisait chaud et j'avais les mains moites. Je cherchais désespérément quelque chose à écrire. J'avais beau me dire que ce n'était qu'un jeu, que la peinture ou la tapisserie recouvrirait tout un jour et qu'on n'en parlerait plus, l'inspiration me fuyait. Et puis l'ambiance n'était guère propice à la réflexion. Il y avait beaucoup de monde, et de l'agitation. Les gens allaient et venaient, buvaient, parlaient, me regardaient. Je contemplais le mur déjà recouvert de nombreuses inscriptions. Dieu, où donc les gens allaient-ils chercher tout ça? Je n'avais quand même pas autant d'imagination, moi. Je pouvais facilement en lire plusieurs, et je ne m'en privais pas. Il y avait de tout, des sérieuses et des rigolotes, des gentilles et des taquines, des longues, des courtes, des mutines, des paillardes, des philosophes, des... Tout à coup quelque chose se serra en moi. Quelque chose d'indéfinissable qui était toujours allé jusque-là, qui se serra tant qu'il s'en arrêta. Parmi tous les graffitis, le mur m'en offrait un, brutal et désarmant. Nature es-tu si banale qu'il te faut être cruel pour l'humain marginal. Quel sourd et muet. Malgré ma stupeur, je me souviens avoir pu écrire quelque chose à mon tour. Mais, ma parole, je suis incapable de m'en rappeler maintenant tant le quatrain avait arrêté en moi un sentiment indéfinissable. Quand j'ai eu l'occasion de retourner chez les amis qui m'avaient invité, le mur n'existait plus. En fait, de mur, ce n'était qu'une cloison. Elle avait été détruite pour agrandir une pièce. Mai 1985. Michael Master. Un jour, sûrement, je gagnerai au loto. Je gagnerai beaucoup d'argent et je deviendrai riche. Je pourrai acheter un bel appartement et déménager. J'irai habiter près du centre-ville ou dans un quartier résidentiel. J'aurai enfin une belle salle de bain avec du marbre dedans, une grande baignoire, un beau miroir et un éclairage variable commandé par un gradateur électronique. Je serai riche et je ne travaillerai plus. Je serai bien content de quitter l'usine et surtout de ne plus voir mon idiot de patron. Il m'énerve celui-là avec ses airs, ses cravates, ses beaux costumes, surtout quand il passe dans mon atelier avec sa jolie secrétaire. En plus, il ne me paye pas assez. Pourtant, je travaille bien et beaucoup. Alors quand je serai riche, je démissionnerai. Je donnerai mon préavis. Je ne dirai rien à personne. Oui, c'est ça, je partirai sans dire pourquoi. Je raconterai juste que j'ai trouvé mieux, et je ne dirai rien de plus, même pas à la jolie secrétaire qui a pourtant l'air gentille et qui me fait quelquefois des sourires. Je prendrai des vacances. J'achèterai une belle voiture pour partir me promener. Le prix n'aura pas d'importance. Je pourrai sûrement acheter la belle auto rouge que je peux voir en vitrine, quand je passe devant le garage de la rue à côté. C'est quoi déjà la marque? Alfa Romeo? Oui, c'est ça, Alfa Romeo. J'achèterai donc une Alfa Romeo. Ensuite, j'irai sur la Côte d'Azur près de Nice. Je m'arrêterai dans un casino, car j'aurai tellement de sous que je pourrai jouer dans un casino même si je risque de perdre. Mais je ne perdrai pas, ça j'en suis sûr. Quand on a eu la chance de gagner beaucoup d'argent au loto, on doit gagner au casino. Je ne sais pas encore à quoi je jouerai mais ça non plus, ça n'a pas d'importance. Je jouerai en fumant un gros cigare comme l'acteur Édouard G. Robinson, que j'ai vu avant-hier dans un film à la télé.
Il faisait un joueur de poker dans une ville des États-Unis qui s'appelle Cincinnati, et il gagnait tout le temps. Quand je jouerai au casino, il y aura derrière moi de jolies femmes qui admireront mon aisance et ma fortune. Elles se pencheront vers moi, mais je ne sentirai pas leur parfum. Elles me parleront, mais je ne les entendrai pas. Elles me diront des choses, mais je ne les comprendrai pas. Mais ça encore, ça n'aura pas d'importance. Je les mépriserai, car en ce moment les femmes se fichent de moi. Elles se sont toujours fichées de moi. J'ai jamais su leur plaire. Et puis, quand j'aurai gagné beaucoup d'argent au casino, je sortirai fièrement. Sur le pas de la porte, je sortirai un cigare d'un étui, et je l'allumerai ostensiblement. En descendant l'escalier, je croiserai Bertrand Duval. Je suis sûr qu'il me reconnaîtra, qu'il sera tellement surpris qu'il s'arrêtera. Il me regardera, étonné. Il verra les billets que j'aurai gagnés, et qui dépasseront de mes poches. Il me demandera quelque chose comme par exemple, « Pardon, il me semble vous reconnaître ?» Et moi je me tournerai lentement vers lui. Je resterai une marche plus haute que celle sur laquelle il se sera arrêté. J'enlèverai mon cigare de ma bouche, et je soufflerai longuement la fumée. Cette fois, je saurai parler correctement. Je n'aurai pas ma mauvaise voix, et j'articulerai bien. Je lui dirai d'un ton profond, « Oui, je suis Michael Master. En attendant, il faut que je pense à jouer au loto ce soir. Et puis, il faut d'abord que je me lave dans cette salle de bain triste et mal éclairée par une ampoule poussiéreuse. Que je me rase devant ce miroir plein de chiures de mouches et qui perd son teint. Que je m'habille. Que j'avale un mauvais café de célibataire. Et puis je prendrai ma mobilette pour aller travailler à l'usine. Je verrai peut-être mon patron. Il s'appelle Bertrand Duval. Il me dira en articulant parce que je suis sourd, « Bonjour Monsieur Master. » Et je lui répondrai du mieux que je pourrai, « Bonjour Monsieur Duval. » Mais bien sûr je ne lui dirai pas que je joue au loto, qu'un jour je serai riche et que je quitterai son usine. Février 1987. Lettre d'un sourd au sport d'hiver. Cher Jean-René. Je t'écris pour te faire part de l'aventure qui m'est arrivée pendant mon séjour au sport d'hiver dans cette station située dans les Alpes, sur la route du col du Grand Saint-Bernard. La semaine avait bien commencé. Je m'étais inscrit malgré ma surdité, au cours collectif de ski et j'avais tenté de m'intégrer, tant bien que mal, au groupe d'entendants placé sous la responsabilité d'un moniteur dont le caractère pouvait être qualifié d'entier. Ne s'était-il pas le premier jour, présenté à nous en des termes dont je n'ai pu comprendre que des bribes de phrases dont je te cite quelques-unes. Mes amis, bon séjour à la station, sur les pentes du mont Valaisan, là-haut le col de la Traversette, de l'autre côté c'est l'Italie. Je m'appelle Séverin Harpin, vous apprendre à bien skier, progresser, à la fin de la semaine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.